propose dans la continuité des petites vidéos qu'on met en ligne depuis quelques jours, depuis entre autres le confinement suite à l'épidémie du Covid-19, de traverser, alors là, je suis bonne en géographie, c'est l'Atlantique, et nous retrouver dans un département d'outre-mer, en Guyane, à Cayenne, plus précisément au centre hospitalier de Cayenne, avec le docteur Loïc Eppelboin. Comment vas-tu, Loïc? Eh ben, je vais fort bien, ma foi. Je voulais avoir ton avis, parce qu'on a beaucoup parlé de la situation en France métropolitaine, peut-être un peu moins dans les départements d'outre-mer et entre autres en Guyane, alors qu'il me semble que les décisions de confinement sont les mêmes en métropole que dans les départements d'outre-mer, c'est ça? Oui, en effet, depuis quelques jours, on a été mis au diapason des décisions prises en France métropolitaine. Donc, l'isolement et le confinement se sont mis en place également dans les départements d'outre-mer et en particulier en Guyane, où j'exerce et où j'habite. Dans les mesures supplémentaires qui ont été prises ces derniers jours, il y a un couvre-feu qui a été mis en place sur tout le département par la préfecture, avec interdiction, sauf exception, de se déplacer entre 21h et 5h du matin, et précisément à Cayenne. Il y a eu un arrêté municipal qui a déclaré un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Par ailleurs, après avoir attendu pendant plusieurs jours l'interruption, la diminution de la fréquence des lignes en provenance de métropole, là maintenant, il a été annoncé que les vols depuis la métropole seraient drastiquement réduits, et les possibilités de vol pour le loisir et pour autre chose que pour des raisons bien précises seront désormais interdites. L'idée était, le maintien des vols, c'était entre autres pour pouvoir permettre aux personnes de rentrer chez elles. Donc, c'était ça l'idée. Je crois que depuis le 23 mars, effectivement, il y a une réduction drastique, si ce n'est l'annulation de la plupart des vols depuis ou vers la France, et les départements d'outre-mer n'y échappent pas. On en est où du stade de l'épidémie? Parce que là, on est passé en stade 3 en France, avec toutes les implications qu'on connaît. La Guyane était également considérée au même stade que la métropole? Non, pas du tout. Nous, on est encore au stade 1. Aujourd'hui, au 25 mars 2020, on est un petit peu moins de 30 cas diagnostiqués sur le territoire guyanais, avec des cas qui ont été identifiés dans les 4 principales villes de Guyane, à savoir Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou et Maripasoula récemment. C'est dans la grande majorité des cas importés. Les premiers cas ont été des cas importés à Saint-Laurent-du-Maroni par des gens qui revenaient d'une cérémonie évangéliste à Mulhouse, dans le Grand Est, dont on sait qu'il est particulièrement impacté en ce moment. On a eu aussi dans les suites des cas de patients qui revenaient d'une croisière dans les Antilles françaises. Donc ça, on a eu plusieurs cas de gens qui avaient été sur ces gros boîtes de croisière dans les Antilles. Et puis maintenant, la plupart des cas qu'on diagnostique, c'est des gens qui sont arrivés ces 14 derniers jours de métropole. Est-ce que la population est inquiète? La population guyanaise est inquiète, respecte les mesures de confinement? Globalement, la population est inquiète. Elle a, à mon sens, bien pris la mesure de ce qui se passait. Alors maintenant, je parle à l'aune de ce que je vois, c'est-à-dire que moi, je parle des grands centres urbains. Moi, j'habite à Cayenne, mais je crois que c'est relativement bien respecté. Maintenant, je sais moins bien ce qui se passe dans les quartiers plus défavorisés, où les gens sont plus entassés. Je sais moins ce qui se passe aussi sur les fleuves. Je crois qu'en tout cas, sur les populations amérindiennes et celles qu'on appelle Bushinangé ou Noir-Marron sur les fleuves, peut-être que le message n'est pas encore tout à fait passé, mais de toute façon, ils sont quand même beaucoup plus isolés du reste de la population que nous. Mais en tout cas, on a l'impression que oui, la population guyanaise a plutôt bien pris la mesure de ce qui se passait et respecte le confinement pour une grande partie d'entre elles. Mais on n'a pas assisté tu n'as pas assisté toi personnellement à des scènes de psychose comme on a pu en voir dans certains magasins ou dans des scènes de rue. Les magasins n'ont pas été pillés, les gens sont pas complètement, n'ont pas la peur de l'autre, de la proximité. Comment ça se passe? Alors, on n'a pas trop vu ça, sachant qu'on est dans une situation qui est plus périlleuse que la métropole, dans le sens où nous, on est très très loin. On a en plus les frontières avec les voisins, le Suriname à l'ouest et le Brésil à l'est ont été fermées. Mais
on pourrait être plus en péril sur l'approvisionnement en denrées de première nécessité. Il y a un moment où les gens commençaient à dire allez vite dans les supermarchés, ça commence à se vider en pâtes. Au final, non, j'ai pas eu l'impression que les supermarchés s'étaient particulièrement vidés, ni de pâtes, ni de riz, ni de papier toilette, comme j'ai pu comprendre que c'était une des principales préoccupations Les des pâtes gens et en le France papier toilette, métropolitaine. ouais, ouais, ouais. C'est toujours le cas, et la farine, hein. Bon, faut leur expliquer qu'il y a d'autres méthodes que le papier toilette pour faire sa toilette après la commission, mais bon, chacun ses Chaque, habitudes. ouais. Et puis, on a lu dans les journaux un épisode d'accrochage entre des jeunes et des forces de l'ordre à Kourou il y a quelques jours, mais je ne connais pas exactement le détail. Mais sinon, globalement, les choses se font de façon relativement calme. Il y aurait, moi j'en ai pas vu, il y aurait des contrôles routiers par la police. Des collègues m'ont rapporté avoir été contrôlés, avoir dû présenter leur justificatif. Mais voilà, globalement, c'est vrai que là, dans les rues, il n'y a plus grand monde. Mmh. Toi qui es infectiologue, donc qui travaille dans le principal centre hospitalier, puisqu'à Cayenne, principal centre hospitalier de Guyane, tu rapportais 30 cas, c'est ça aujourd'hui? Oui, un petit peu moins de 30 cas Oui. au 25 mars à midi. On aura les résultats des dépistages d'hier et de ce matin tôt d'ici 2 heures. Oui, c'est l'ARS, c'est ça, qui fournit ces données, qui les fournit précisément? En fait, c'est l'ARS qui communique aux médias les nombres de cas positifs. Maintenant, on a une collaboration très forte et bien structurée entre le Centre national de référence associé des virus respiratoires qui se trouve à l'Institut Pasteur, l'Agence régionale de santé de Guyane, et puis les deux principaux services impactés à l'heure actuelle au niveau de l'hôpital de Cayenne, qui sont l'unité des maladies infectieuses à laquelle j'appartiens, et puis le SAMU et sa régulation. Et en fait, on travaille tous ensemble, heure par heure. Donc, Oui. globalement, on a les résultats tous ensemble, et chacun a son rôle pour le rendu des résultats positifs, négatifs, et le suivi des patients. Est-ce que concrètement, on s'attend à une montée en puissance du nombre de personnes atteintes? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On est entre 15 et 30 dépistages par jour selon les jours. On en a entre 1 et 3 reviennent positifs chaque jour. Alors, il y a un biais qui est majeur, c'est que pour l'instant, les règles qui sont données d'indication de dépistage, ce sont les gens symptomatiques uniquement qui sont revenus de métropole dans les 14 derniers jours. Ou des Qui gens qui ont présentent été en des, ouais. contact de façon prouvée avec un patient porteur du Covid, éventuellement les patients qui reviennent des Antilles, notamment s'ils ont participé à ces croisières. Et puis on dépiste aussi également les patients qui présentent un tableau un peu sévère, respiratoire sévère, qui nécessite une hospitalisation, ou des patients immunodéprimés avec un tableau infectieux qui nécessiterait une hospitalisation. Oui. L'infectiologue, le médecin infectiologue que tu es, alors il y a un léger décalage, excuse-moi, entre l'image et communication par Skype oblige. Je disais, l'infectiologue que tu es, qui a exercé longtemps en France métropolitaine, a-t-il quelques inquiétudes, des inquiétudes particulières par rapport à ce virus et cette épidémie? Il a quoi de particulier, ce virus, pour on en tienne, enfin, au-delà du fait du nombre de la manière dont il se propage, mais est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te fait particulièrement peur? Ah ben, oui, forcément. Et puis, on voit bien qu'il ne faisait pas peur au début, et un certain nombre de personnes et d'experts se sont fourvoyés en disant qu'il n'y aurait pas de cas ou peu de cas en France et que ce n'était qu'une grippette. L'avenir ne leur a pas donné raison. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit ce qui se passe en région parisienne, dans le Grand Est, etc., c'est juste complètement terrorisant. Enfin, nous, on a les témoignages quotidiens des collègues italiens, des collègues des différentes régions impactées de France. Non, dire que ça fait froid dans le dos, c'est rien. C'est absolument monstrueux ce qui se passe, que ce soit au niveau personnel, que ce soit les collègues. On annonce, je sais plus, je crois qu'hier on a annoncé le 5e médecin français décédé du coronavirus. Plusieurs Martin Hirsch, infirmiers. le directeur de la PHP, qui a parlé de 500 personnels de la PHP qui avaient attrapé le Covid ces dernières semaines. Mmh. Non, c'est absolument terrorisant. Mmh. Maintenant, on a un mince espoir ici en Guyane. Les mesures de confinement ont été mises en place à un stade très très précoce. Donc, est-ce qu'on peut espérer que la précocité de la mise en place de ces mesures
la fermeture des frontières, la diminution du nombre d'avions va permettre qu'on contrôle un peu l'épidémie. On a aussi cet espoir, pour l'instant non prouvé, qu'il y aurait peut-être moins de transmission de ce virus d'une personne à l'autre dans un contexte chaud et humide. Ouais. On On a en tout dit pas entendu, forcément, hein. Oui, oui. même si pour l'instant, Rien n'est on prouvé. voit qu'en Guadeloupe, ça augmente, en Martinique, ça augmente, à La Réunion, ça augmente, en Colombie, en Équateur, où il y a des climats équivalents aux nôtres. Ben, donc, on reste attentif et on a envie d'y croire. Mais maintenant, peut-être que, il est quand même probable qu'on se prenne le raz-de-marée dans la figure comme les autres se le sont pris. Alors nous, ce sera en décalé, dans une semaine, 2 semaines, un mois, on n'en sait rien. Et le personnel soignant est prêt et armé et a le matériel nécessaire pour parer à cette épidémie. Euh, les gens sont préparés, les choses se sont déjà bien mises en place depuis plusieurs semaines. On a un service qui est une partie du service de maladies infectieuses qui est dédié à ça. Probablement que les autres patients du service de maladies infectieuses qui ne sont pas dédiés au Covid vont être déplacés dans d'autres services pour qu'on ait une unité entièrement dédiée à ça. Les réanimateurs de l'hôpital de Cayenne sont prêts à accueillir. Alors, je ne connais pas le chiffre exact, on parle d'une trentaine de patients intubés, ventilés. Ça, c'est à Cayenne. À Kourou, pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est en train de se mettre en place. À Saint-Laurent-du-Maroni, ils ont une unité de soins continus. Je ne sais pas exactement quelles sont leurs possibilités en termes de prise en charge de patients intubés et ventilés. Bon, voilà, maintenant, ça fait aussi quelques temps. Il y a eu des événements en 2017 en Guyane, des mouvements sociétaux importants. On a parlé des 500 frères, etc. Une des principales choses qui avait été mise en avant, c'est qu'on a un système sanitaire qui est quand même très en retard par rapport à la métropole, même si le système public hospitalier français est également très en souffrance, comme le montre la mobilisation du collectif interhôpitaux depuis plusieurs mois. Mais c'est sûr que tant qu'on a quelques dizaines de patients qui seront pris en charge, ça va aller. Si on est submergé avec des centaines de patients très graves, on n'aura pas de recours. Ouais. Vous avez cette possibilité a été envisagée, j'imagine? Oui, bien sûr, Mmh. On n'a pas de mais solution. Ouais. en tout cas, tous les acteurs locaux se bougent le plus possible pour essayer de s'y préparer. Mais encore une fois, quelques dizaines de patients graves pour l'instant, oui. Si on a un afflux massif de patients très graves, c'est sûr qu'on est un peu inquiet. Maintenant, on trouvera des solutions. Question très personnelle, quand on est soignant, exposé aux maladies comme tu l'es, est-ce qu'on s'inquiète pour soi, pour les siens? Un peu forcément. Oui, bien sûr. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a eu 5 médecins qui sont en France, je ne parle même pas ailleurs, en France, qui sont Oui, décédés du coronavirus. Alors, c'était oui. plutôt des plus vieux que nous, mais oui, bien sûr qu'on est inquiet. Et En plus, oui et oui. on a une famille, bien sûr. Ouais. On passe beaucoup de temps plus de temps depuis quelques semaines à l'hôpital que chez soi, j'imagine. Ben, c'est sûr que nous, les soignants, on vit les choses de façon complètement différente que la population générale. La population générale, c'est pas du tout une critique, évidemment. C'est très, Mmh. je les encourage à rester chez eux et pas aller disséminer le virus ou aller l'attraper ailleurs. Mais nous, on n'est pas du tout confinés. On est sur le pont 12 à 14 heures par jour. Au final, notre vie, elle est plutôt plus intense et on est beaucoup à l'hôpital. Mais voilà, on bosse. Mais par contre, on a les bénéfices, c'est que les gens ils sont isolés chez eux tout seuls. Ben, nous, on est avec les collègues et puis ici à Par la Cayenne, force des choses. on a vraiment une super équipe, notamment en maladies infectieuses. On a une équipe très compétente, très soudée. Mmh. Donc, on est content de se retrouver tous les jours. Et tous les jours, on se dit on a quand même de la chance d'être là plutôt qu'enfermé chez nous. Même si le confinement en Guyane n'est pas le même qu'à Paris, on a des jardins, il fait beau, il fait chaud, on a les terrasses. Oui, j'imagine. À toute chose, malheur est bon. Je voulais, pour pas trop te mobiliser, que tu évoques, que tu nous parles de la solidarité qui s'est déployée au travers, entre autres, de groupes de communication, de soutien, c'est ça? Vous avez, entre autres, créé un groupe via WhatsApp entre professions de santé pour communiquer en live sur des données, c'est ça? Je le Oui, dis tout à mal. fait. En fait, Ouais, ouais. ça a été l'initiative c'est parti de moi et puis d'une collègue de métropole, Dr Gilles Bottero, où on a créé un groupe. L'idée, au départ, il y avait une dizaine de personnes. L'idée, c'était comme en tant qu'infectiologue, on recevait des informations régulièrement, que ce soit les derniers papiers, les dernières analyses critiques, les dernières
infos. On s'est dit, tiens, on va proposer à quelques médecins d'être dans un groupe, on échange ces informations. Et puis, le message s'est passé très vite. Aujourd'hui, il y a plus de 230 personnes sur ce groupe, avec tout un tas d'informations qui circulent, qui peuvent être justement les derniers papiers traduits, les recommandations du Haut Conseil de santé publique, les derniers décrets, des journaux de quotidien autour des décisions qui ont été prises. Non, et ça s'échange beaucoup. On essaye de limiter les débats parce qu'à 230 personnes, on a vite fait d'avoir le téléphone qui sonne toutes les 15 secondes. Mais c'est un groupe qui regroupe des médecins, des infirmiers, des dentistes, voilà, différentes professions, qui regroupent des médecins des 3 hôpitaux de Guyane, Cayenne, Saint-Laurent, Maripasoula, des centres de santé aussi de Cayenne, Saint-Laurent et Kourou, de Maripasoula également, beaucoup de médecins libéraux. Et je ne crois pas que ça soit beaucoup arrivé qu'il y ait autant de communication entre médecins hospitaliers et libéraux, d'établissements privés aussi, de la Croix-Rouge. Donc non, il y a vraiment tout un tas d'échanges. Bon, il faut arriver à juguler un peu tout ça, parce que forcément, les gens ont parfois tendance à s'emballer, mais on a vraiment des informations heure par heure et les plus fraîches. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Alors, et dans les informations, je t'autorise à avoir un droit de réserve là-dessus, est-ce qu'on évoque les possibilités de traitement? Oui, bien sûr qu'on parle des traitements, et puis bien sûr qu'on a tous nos avis. On sait qu'aujourd'hui, les traitements les plus discutés, alors celui-là, on ne discute pas beaucoup, ça n'a pas l'air d'exciter les gens parce que ce n'est pas quelqu'un de médiatique qui en a parlé, mais on a le lopinavir, ritonavir, qui est un médicament qui était beaucoup utilisé à une époque contre le traitement antirétroviral, qui a suscité un certain espoir, ce qu'on appelle le Kaletra, qui a suscité un certain espoir. Et puis là, une des premières publications des Chinois sur les patients avec des formes sévères ont montré que c'était un peu décevant. Il y a évidemment la publication hautement polémique et hautement médiatisée de l'équipe de Marseille autour de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine, dont on espère tous que ça soit avéré que c'est un traiement efficace. Il y a eu cette étude qui a été montée donc, par l'équipe de l'IHU à Marseille, et qui est une étude qui méthodologiquement, à notre sens, ne permet pas de conclure de façon aussi évidente que ce que les auteurs ont bien voulu conclure à l'efficacité de la chloroquine. Hier, on a eu accès à une publication chinoise qui est sortie les 24 dernières heures, où ils ont comparé, si je ne dis pas de bêtises, mais de façon vraiment randomisée, c'est-à-dire on met vraiment à chaque patient, on choisit en double aveugle celui qui est traité, celui qui n'est pas traité avec un placebo, et ils ont traité, je crois, 15 patients avec l'hydroxychloroquine et 15 patients sans, et ils ont démontré qu'il n'y avait strictement aucune différence dans l'évolution, que ce soit de la charge virale ou dans l'évolution clinique des patients, voire les patients avec l'hydroxychloroquine avaient plutôt plus d'évolution vers une forme sévère que les autres. Donc, ce qui vient un peu contredire les résultats de l'étude de Marseille, mais dont on sait aussi que méthodologiquement, il y a un peu des zones d'ombre. Donc voilà, encore une fois, moi, je ne vais pas crier avec la meute en disant que c'est n'importe quoi et que l'hydroxychloroquine, c'est le fruit de gens qui ont voulu se faire médiatiser. Non, je pense qu'il faut vraiment mettre de l'espoir dans cette hydroxychloroquine, mais pour l'instant, c'est pas très solide les preuves que ça marche, même si il y a toute la population qu'on est convaincue. C'est vrai qu'on rigole tous les jours, nous, en disant, en l'espace de quelques jours, on a 70 millions d'individus qui sont devenus spécialistes en maladies infectieuses et en pharmacologie. Bon, désolé pour ceux qui le prendraient mal. Attention, et puis, attention ta classe. Et puis, il y a d'autres traitements qui se profilent, d'autres antiviraux, notamment un médicament qui s'appelle la ribavirine qui va être utilisé, des médicaments qui aussi modifient le système immunitaire, car on pense que les dégâts liés au Covid seraient liés à la très très grande, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, donc l'inflammation très importante liée à la réaction du corps à la présence de ce virus. Donc il y a des médicaments type anti-interleukine 6 qui vont être testés aussi, avec une étude qui est en train de se lancer à l'échelle européenne qui s'appelle Discovery, qui va tester plusieurs bras, donc c'est-à-dire plusieurs types de patients, plusieurs types de traitements pour différents types de patients. Je crois qu'elle est testée à Lyon, d'ailleurs, dans un centre hospitalier de Lyon, il me semble, ces jours-ci. Alors, non, à ma connaissance, elle n'a pas encore démarré, mais elle devrait démarrer dans D'accord, les jours qui oui. viennent. Voilà, on comprend évidemment l'anxiété des patientes qui se disent je vais peut-être être malade demain, et donc moi je veux avoir des médicaments dès demain si je suis malade, et pas attendre 6 semaines que les résultats de l'étude.
Mais voilà, on est partagé entre l'envie d'avoir très vite un médicament et puis l'envie aussi de ne pas faire n'importe quoi parce que Mm. on sait que les interventions médicales par le passé, elles ont pu être extrêmement délétères. Un exemple qu'on a traité de façon massive les Égyptiens pour la bilharziose par des injections et que en Mm. utilisant la même aiguille, on a transmis l'hépatite C à toute la population égyptienne. Bon, mais voilà, je ne dis pas que c'est cet ordre-là, mais encore une fois, les médecins, ils peuvent aussi faire du mal. Prudence. Et nous, quand même, le principal axiome qu'on doit suivre, c'est primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Donc, il ne faut pas l'oublier. Merci de cette intervention. On va pouvoir quand même rassurer tes parents qui sont en France métropolitaine et avec lesquels, à mon avis, tu as des contacts fréquents, Alain et Sylvie Eppelboin, qui sont tous les deux dans le milieu médical. Donc, je ne sais pas si ça les rassure ou ça les inquiète de savoir que le fiston est loin. Te dire de prendre bien soin de toi. Et puis, quoi dire d'autre? À bientôt, de bonnes nouvelles du côté de la Guyane. Eh ben, on espère. On Oui, espère que la déferlante ne va pas arriver sur nous, même s'il y a quand même des oui. risques que ça arrive.